Alors je voudrais faire une petite mention particulière parce qu'il y a Djibril Doucouré qui est arrivé de Paris aujourd'hui pour être avec nous. Et Djibril Doucouré, c'est le fils de Souleymane Doucouré qui n'a pas été condamné pour les faits de Tiaroy. Il n'est pas décédé, sinon Djibril ne serait pas là. Mais c'est un rescapé du massacre de Tiaroy. On va voir sa photo. Donc Souleymane Doucouré, il était présent à Tiaroy, mais au moment des faits, je crois qu'il était en permission. Hein. Mais par contre, il a mené un combat très dur pour récupérer ces fameuses sommes dont il a été spolié, que ce soit les primes de captivité, la prime de démobilisation, et en fait aidé par son commandant des FFI, parce que Souleymane Doucouré, lui, fait partie de ces prisonniers de guerre qui s'est évadé, a rejoint les FFI, et avec son commandant FFI dans les années 50, puis après les années 80, il a essayé de récupérer toutes ces sommes qui lui ont été volées, en vain. Même son commandant FFI n'a pas réussi à ce qu'il puisse être payé de ces sommes pour lesquelles tout le monde à Tiaroy s'est battu pour les récupérer. Donc voilà, donc c'est, je voulais donc, parce que j'avais la photo de Souleymane Doucouré, voilà. Donc on vous a montré la photo au tout début, c'est le seul visage d'une victime que je peux vous présenter, qui est donc Mbap Sangor, dont le fils Biram Sangor maintenant est âgé de 84 ans. Et lui, donc, il a été assassiné à Tiaroy, donc, le 1er décembre 1944. Et donc Mbap Sangor, son fils Biram Sangor, s'est battu dès les années 70 pour avoir des explications sur la mort de son père. Mais on ne lui a jamais donné, et c'est un petit peu commencé à être un peu désespéré quand moi je l'ai retrouvé en 2016, on s'est vu pour la première fois, et du coup il a repris le mort aux dents, et donc c'est Biram Sangor en tant que fils de victime qui saisit la justice dont je vous parlerai tout à l'heure. Voilà. Alors, je pensais faire un propos introductif pour essayer de vous dire qu'est-ce que c'est que Tiaroy, mais je pense que M. Cocotier vous l'a dit avec brio. Mais c'est vrai que si on veut parler de l'histoire, alors il y a une histoire officielle qu'on trouve dans les archives consultables, et il y a l'histoire où on est en quête de vérité qui commence à percer quand même, grâce à nos travaux. Donc, Tiaroy, officiellement, dans les archives, c'est effectivement une mutinerie, une rébellion armée de ces hommes qui avaient fait 4 ans de captivité donc, en France et en Allemagne, et qui, à leur retour, ont réclamé, et dans les textes officiels, dans les rapports, c'était des réclamations illégitimes. Ils n'avaient pas à réclamer ces sommes, et donc les butins ont tiré les premiers, et que la répression sanglante était inévitable, faisant donc 35 morts, 35 blessés, et comme il y avait rébellion armée et mutinerie, ils ont pris des meneurs, un peu au hasard, pas forcément au hasard, plutôt des gradés, plutôt des gens lettrés, et ils les ont condamnés jusqu'à 10 ans de prison pour fait de rébellion armée, désobéissance, etc. Donc c'est bien ce qu'on trouve dans les archives. Si on les regarde rapidement et qu'on dit, bon ben voilà, ce fait historique, c'est comme ça, malheureusement. Mais moi, depuis dès les années 2000, il y a une chose qui me perturbait, c'est que je n'arrivais pas à voir toutes les archives. Par exemple, je trouvais ça étonnant qu'il n'y ait pas les archives sur les règlements de ces sols, par exemple. Je ne trouvais pas des archives sur la liste des rapatriés, encore moins de liste de victimes. Donc il y avait quand même des archives qui manquaient. Bon. Et puis effectivement, en 2012, donc, François Hollande, pour son premier discours en terre africaine en tant que président de la République, évoque Tiaroy et fait cette promesse en disant je vais redonner au Sénégal toutes les archives que possède la France. Personne ne connaît Tiaroy. Enfin, pourquoi donc le président de la République parle de Tiaroy, qui est un fait historique si peu connu. Et du coup, je me suis dit, là, c'est bizarre, donc j'ai repris toutes les fouilles d'archives, et je ne me suis pas contentée de fouiller les archives que j'avais déjà regardées. Je suis allée à Londres, chercher les archives du bateau, trouver les archives aussi diplomatiques, et puis j'ai interrogé des archivistes américains pour essayer de trouver des photos de ce massacre.
puisque dans les archives de Londres, c'était marqué que les Américains avaient pris des photos et que les militaires français étaient très en colère. Donc je me suis dit, forcément, ces photos, elles sont quelque part. Le suspense, je ne vais pas vous le laisser longtemps, je ne les ai jamais trouvées. Voilà. Je suppose, c'est une hypothèse, que les Français ont pu récupérer ces photos, mais qu'elles sont restées dans un tiroir extrêmement secret. Voilà. Donc, en 2014, 2 ans après, comme François Hollande avait fait cette promesse de montrer de donner les archives, il est revenu au Sénégal et a fait ce discours donc devant les tombes anonymes de ce cimetière militaire de Thiaroye. Moi, j'attendais avec impatience ce discours parce que je me suis dit, voilà, peut-être qu'il aura pris en compte mes travaux. Parce qu'avant le discours de François Hollande, j'ai fait un devoir d'alerte auprès du président de la République, auprès du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et aussi auprès de Christiane Taubira, garde des Sceaux, puisque je savais que des hommes avaient été condamnés pour un crime qu'ils n'avaient pas commis. Donc, je me suis dit, François Hollande, puisqu'il fait un discours auprès du cimetière, dans le cimetière, il va lâcher un petit peu, il va reprendre mes travaux, il va dire, bah oui, ce n'est pas une répression sanglante, ce n'est pas, voilà, ces hommes ont été spoliés, c'est un massacre, et qu'il faut vraiment essayer d'aller jusqu'au bout pour chercher la vérité. Eh bien, donc j'ai été reçue par le conseiller mémoire de Jean-Yves Le Drian, ainsi qu'un conseiller de Christiane Taubira, donc ça c'était en 2014. Et voilà, en fait, je vais vous montrer ce qui s'est passé donc en 2014, en lieu et place d'une reconnaissance pleine et entière des travaux d'une historienne qui quand même un peu fouille les archives. Donc je vais vous montrer là ce qu'a fait donc le ministère de la Défense au moment du discours, enfin en même temps que le discours de François Hollande, il y avait une exposition donc organisée par ce qu'on appelle la TPMA, la Direction du patrimoine de la mémoire et des archives, qui dépend du ministère des Armées. Donc moi, dans mon devoir d'alerte, j'ai envoyé donc une synthèse où je disais, qu'il n'y avait pas de rébellion armée, pas de mutinerie, que ces hommes ont été assassinés pour avoir uniquement réclamé leur solde de captivité et autres sommes qui leur étaient dues, qu'il n'y avait pas 35 morts, mais certainement 10 fois plus, et que en fait, depuis toutes ces années, voilà, on est sur un mensonge d'État. Voilà. Je l'ai dit comme tel, c'est un mensonge d'État. Donc là, bon, on ne va pas tout lire, mais ce qu'a fait donc, le ministère de la Défense, ils ont en fait reproduit en 2014 l'histoire officielle. Donc moi je disais donc qu'ils n'étaient pas 1200 ou 1300, d'après les archives, y compris trouvées à Londres, ils étaient plus de 1600, entre 1600 et 1700 rapatriés. Et là, on voit tout de suite, dans le deuxième panneau, ils remettent le chiffre officiel 1280. Et puis, après, donc, sans que je rentre dans le détail, ils présentent ces hommes comme des désobéissants, qui font peur à un moment donné, une attitude menaçante, et l'ordre d'ouverture du feu est donné. Dans même l'origine, on dit que ce sont des hommes qui n'ont pas de discipline, etc. Mais je vais m'attarder plus sur la dernière, qui est ce qu'on appelle les conséquences tragiques. Donc là, il y a plein d'erreurs. Bon, donc, vous voyez, donc c'est... ils mettent par exemple en 1947, tous sont graciés par le président Vincent Auriol. Non, les condamnés ont été amnistiés par une loi d'amnistie, rien à voir avec le président Auriol. Et alors là, c'est là où je me suis dit, donc en fait il faut comprendre qu'ils ne lâcheront pas l'affaire, ils vont rester sur l'histoire officielle parce que c'est marqué, 70 ans après cet épisode douloureux, la plupart des historiens s'accordent sur le chiffre total de 70 victimes. Mais le ratio entre blessés et tués ne fait pas consensus. La difficulté à identifier dans les archives des dossiers les personnels blessés rend difficile toute nouvelle analyse scientifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, moi, dans ma synthèse, j'ai eu le malheur de dire que c'était étrange que dans le même rapport, il y avait 2 chiffres de victimes, 35 et 70, selon qu'on allait trouver le document aux archives de l'Outre-mer ou aux archives du ministère de la Défense. J'ai juste dit ça, j'ai dit juste que c'est ni 35 ni 70, le chiffre est faux de toute façon. Et ben voilà,
ils ont trouvé que c'était mieux de dire 70 morts plutôt que 35, parce qu'effectivement, on sait que ce sont des automitrailleuses qui ont tiré. Et ça fait une hécatombe, forcément. Donc ils se sont dit 35, ça ne fait pas beaucoup. On va mettre 70, puisque le chiffre apparaît quelque part. Mais le pire, c'est qu'après, en plus, ils disent que les historiens s'accordent sur ce chiffre-là, mais personne ne s'accorde sur ce chiffre de 70 morts. Les historiens un peu négationnistes disent que c'est 35 morts et on ne bougera pas. Moi, je suis bien au-delà, parce que je pense qu'effectivement, c'est plus de 300 morts. Et puis, le pire, c'est qu'on ne pourra pas, on ne pourra pas en savoir plus. Donc, ça veut dire fermer le banc, il n'y a plus de recherche possible, c'est comme ça, terminé. Bon, ben moi, je me suis dit non. Non, c'est pas terminé. On va continuer, hein, voilà. Donc, alors, parce que je ne vais pas parler trop longtemps non plus, mais ce que j'ai fait, c'est que, alors on va prendre par exemple la planche nombre de rapatriés. J'ai essayé de voir tous les points qui étaient discordants. Voilà. Donc, par exemple, on a fait donc, cette synthèse où on met le nombre de rapatriés qui évolue, donc selon les rapports, on voit bien quelquefois que c'est marqué 1600, et c'est en fait, après, lorsqu'on va apparaître ce chiffre de 1300, c'est un chiffre qui a été remodelé, voilà, pour dire qu'ils étaient bien 1300, et puis c'est tout. Et moi, dans les archives qui sont neutres, c'est-à-dire les archives de Londres, c'était pas 1300, c'était bien environ entre 1600 et 1700 qui ont embarqué sur ce navire, fameux navire de Morlaix. Donc, ce qui me paraît évident, c'est que ce chiffre de 1300 a été donné plus tard, quand il a fallu camoufler l'étendue de l'hécatombe. Donc voilà, ça, c'est pour ça que je peux dire, c'est un des premiers mensonges d'État, c'est camoufler le nombre de rapatriés pour camoufler le nombre de victimes. Alors comment ils ont fait? C'est une simple opération comptable. C'est qu'ils ont fait croire qu'à Casablanca, quand il y a une escale à Casablanca, ils ont fait croire que 400 de ces hommes sont restés, n'ont pas voulu réembarquer sur le navire. C'est archi faux, puisqu'ils ont oublié que quelquefois, il y a des rapports qui passent, voilà, qui transitent quand même jusqu'à notre regard d'historien. Et j'ai trouvé un rapport, quelqu'un qui était un cadre de conduite, donc qui était sur le bateau, et qui dit « Tout s'est très bien passé à l'escale du Casablanca ». S'il y avait 400 hommes qui avaient refusé de monter sur le navire, ça aurait été marqué. Donc, c'est pour ça que l'hypothèse que je fais, c'est que ce chiffre de 400 doit correspondre à peu près au nombre de victimes. Voilà. D'ailleurs, on va passer sur le nombre de victimes. Je vous montre juste un peu les incohérences qu'on peut... Alors, moi j'ai regardé tous les rapports, y compris dans les archives du général de Gaulle, etc. Donc on peut avoir 22 morts, 24, 35, donc après 70, après on retombe à 26. Après, donc c'est ce fameux chiffre de 70 parce que bon, c'est le même rapport, c'est 35. Et puis là, par exemple, il y a le chiffre qui m'a interpellé, c'est le chiffre de 380 qui a été donné par le cinéaste Sam Ben Ousmane lorsqu'il a fait le film Camp de Tiaroy. Et lui, c'est un ancien tirailleur sénégalais, et lui, il a pu avoir des témoignages de survivants. Donc, il a donné ce chiffre de 380. Après, donc, alors 2012, oui, donc François Hollande a d'abord parlé de 35, après il est passé à 70, et puis, ben voilà. Donc, ce nombre de morts, comment on peut savoir? Eh bien, c'est soit par les archives, si un jour on y accède, soit par l'exhumation des corps. Mais on en reparlera tout à l'heure. Donc, moi, j'ai été confrontée quand même à une obstruction de la part du ministère de la Défense, puisqu'à chaque fois que j'écrivais, ou à chaque fois que Bérab Sambor écrivait, ou même Djibril, qui écrivait pour récupérer les sommes spoliées que son père n'a pas perçues, c'était toujours des réponses ou négatives, ou silence radio. Donc moi, par exemple, j'ai demandé les archives. Où sont donc ces archives? Alors, ce que je savais, c'est que ces archives si sensibles
était restée auprès de la caserne Bel-Air à Dakar, auprès des forces françaises au Sénégal, mais à Dakar. Elles n'ont jamais été rapatriées au service historique de la défense, donc à Vincennes ou à Caen, etc. Donc moi, je demandais à voir ces archives. Donc, la réponse du ministère, ça a été « elle n'existe pas » ou « elle n'existe plus ». Bon. Il y avait aussi, par exemple, pour Biram Sangor, lui, ce qui était très important pour lui, c'est que son père puisse avoir la reconnaissance du statut mort pour la France. Donc, il a demandé au ministère, ça a été non. Non. Là, par contre, il y a eu une réponse négative. Il y avait aussi, donc Djibril qui est là, avec un autre fils de condamné et Biram Sangor, ils ont demandé au ministère le remboursement des sommes spoliées. Ça a été en général pas de réponse. Donc je me souviens, il me semble qu'il n'y avait pas de réponse. Il y a aussi des demandes qui ont été faites pour la fouille des fosses communes. Silence, ministère. On a un problème, je vais vous montrer quelque chose de très qui illustre bien les dates d'embarquement. Alors je vais vous m'arrêter un petit peu là-dessus. On a demandé à ce que les bonnes dates d'embarquement apparaissent sur les états signalétiques et des services de ces hommes. Et là, il y a eu des réponses très improbables, dont celle de Djibril Doucouré, qui est assez sympathique. Donc je vais vous montrer, parce que c'est très important. C'est des trucs qui paraissent microscopiques, mais c'est hyper important. Donc, il faut savoir ces hommes ont embarqué le 5 novembre 1944 à Morlaix. Ils sont arrivés le 21 novembre à Dakar. Et il y a une circulaire qui a été produite par le ministère de la Guerre 3 jours après le massacre, donc le 4 décembre, qui indique dans une petite note de bas de page que les hommes qui ont embarqué le 5 novembre à Morlaix ont reçu l'intégralité des soldes. Autrement dit, leurs revendications sont bien illégitimes. Voilà, donc c'est bien noté 5 novembre. Ils n'ont rien à réclamer, ils n'avaient rien à réclamer puisqu'ils avaient reçu leur solde. Et étrangement, je me rends compte que dans l'état de service de Biram Sangor, de Mbab Sangor, son père, dans un autre dossier de victime, tous les condamnés dont j'avais les dossiers, et le père de Djibril, les dates d'embarquement étaient différentes. C'était plus le 5 novembre. Ils ont mis le 1er novembre pour Mbab Sangor. Pour ton père, je crois que c'est le 12 ou 13 novembre. Enfin, c'est des dates comme ça. 11 novembre. 11 novembre. Ouais, le 11 novembre, voilà. Comme s'ils avaient, voilà. Et pourquoi donc ont-ils modifié les dates? Tout simplement parce que s'ils maintenaient, parce que tous les dossiers qu'on voit, ce sont des familles qui ont réclamé quelque chose. Par exemple, Mbab Sangor, s'il a un dossier, c'est que la famille a réclamé quelque chose. L'autre aussi, Ndour, c'est parce que la famille a réclamé quelque chose. Les condamnés, forcément, ils avaient un dossier, puis ils ont été condamnés, donc c'était visible. Et donc, je sais maintenant qu'ils ont modifié les dates sur leur dossier pour camoufler le mensonge d'état initial. Parce qu'en fait, ils étaient bien embêtés, parce que comme les familles ont réclamé quelque chose, eh bien, il fallait montrer que ces hommes n'avaient pas embarqué le 5 novembre. Parce que la circulaire était mensongère. Faire croire que ces hommes avaient perçu leur solde, ça leur retombait dessus. Donc, il fallait montrer que ces hommes n'avaient pas embarqué le 5 novembre. Donc, nous, on a demandé au ministère de bien mettre la bonne date. Et bien, le ministère refuse. Alors, même pire. Donc, parce que moi, j'ai été chercher donc, les archives du navire, donc on voit bien qu'il est. Voilà, c'est marqué là qu'ils sont bien partis le 5 novembre. Et donc, on reçoit un courrier, par exemple, pour Biram Sangor, on reçoit un courrier le 22 décembre 2021 du ministère, qui a été adressé donc à Biram Sangor, qui dit que, voilà, qu'il a bien embarqué le 1er novembre 1944. Alors que moi, j'ai l'archive officielle de Londres qui dit qu'ils ont embarqué le 5 novembre. Ben non, ils maintiennent le 1er novembre. Et après, pour Djibril, pour Souleymane Doucouré, et ben là c'est encore mieux, c'est là. Donc, Djibril, tu as reçu un courrier du ministère
qui dit que les enquêtes effectuées n'ont pas permis de terminer la d'embarquement de Morlaix au 5 novembre 1944, en 2022. Donc en fait, c'est une illustration du truc complètement invraisemblable de ne même pas pouvoir dire « Ok, ils ont embarqué le 5 novembre 1944, on a fait croire que le ministère à l'époque a fait croire qu'ils avaient perçu leur sol. Ben non. » Voilà. Bon, c'est un exemple comme un autre. Je vais vous montrer un autre exemple, c'est avec un fils de condamné et Biram Sangor, nous avons été jusqu'au Conseil d'État pour avoir le libellé d'une sanction qui a été infligée à un officier, qui était celui qui a dirigé les opérations soi-disant maintien de l'ordre. Donc voilà, j'ai trouvé dans le dossier de cet officier, parce que j'ai fait tous les dossiers des officiers qui étaient présents à Thiaroye, et je tombe donc sur cette sanction. Il a été puni, en fait, et il a été amnistié par la même loi que les condamnés. Donc voilà. Et le problème qui se pose, c'est que moi je veux savoir pourquoi il a été sanctionné, cet officier. À mon avis, il se peut que cet officier a fait un excès de zèle. En fait, il était bien au-delà des ordres qui avaient été donnés, et c'est lui qui a fait venir, en tout cas la veille au soir, un commandant des automitrailleuses, et que c'est peut-être la veille au soir qu'ils ont décidé de tirer dans le tas parce que c'était insupportable de voir ces tirailleurs réclamer leurs droits. C'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, on pourrait avoir des informations si on a accès à ces écritures sous le cagardage. Donc, j'ai écrit au ministère. Biram Sangor a écrit au ministère. Un fils de condamné a écrit au ministère. Et la réponse a été ils ont été amnistiés, donc on ne peut pas voir la sanction. Mais nous, on ne demande pas à voir la sanction. On demande à voir le motif pour lequel il a été sanctionné. Et ça, une amnistie ne peut pas l'effacer. Nous avons saisi le tribunal administratif. Nous avons saisi et le Conseil d'État. Et le Conseil d'État nous a donné raison sur la partie juridique. Effectivement, toute cette partie-là n'aurait pas dû être cagardée. On aurait dû avoir accès au motif de la sanction. Je sais quand même j'ai vu un mot, en mettant ça devant une lumière, il y a le mot tuer. Peut-être qu'il y a le nombre de tués. C'est possible. Enfin, on peut avoir des informations. Et donc, par contre, mais le Conseil d'État a fini par rejeter notre requête parce qu'il n'y a aucune réglementation qui oblige une administration à désocculter un document. Donc, c'est au bon vouloir du ministère. Si le ministère veut nous donner le libellé, il peut le faire. C'est tout à fait possible. Et s'il ne veut pas, on ne peut pas le contraindre. Alors, ce que j'ai fait pour cette punition, que je veux absolument voir, je m'en fous de la punition, moi je veux le libellé, le motif. Donc, j'ai réécrit à la ministre par livre en disant, écoutez, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je vais venir à mes frais au service historique de la défense, avec un laboratoire qui aura une grosse lampe, un bon appareil. On ne va pas altérer le document, et comme ça, j'aurai le texte. Là, elle ne m'a pas répondu, la ministre. Donc, j'ai ressaisi le tribunal administratif sur cette base-là. Et il y a eu clôture d'instruction en février 2022, et j'attends l'audience. Bon, il m'avait dit, un jour, il faudra faire le deuil. Je ne saurai jamais. Mais bon, mon avocat au conseil, en tout cas, il pense que je vais encore être établi au tribunal administratif. Parce qu'il me dit, le tribunal administratif, c'est la justice de l'administration. Donc il dit que je vais encore perdre là, sur ce coup-là, certainement. Mais bon, il faut quand même réessayer, toujours essayer. Enfin, c'est pour vous dire que, voilà, sur l'ensemble des jugements, des requêtes que nous avons déposées, alors je n'ai même pas compté, hein. Je ne compte plus, mais en tout cas, elles ont toutes été rejetées. Que ce soit tribunal administratif, cour d'appel et conseil d'État. Par exemple, pour les archives, je n'ai pas été admise au conseil. On a fait une requête auprès du conseil d'État, mais il n'y a même pas eu d'admission. Le conseil d'État a rejeté tout de suite. Alors, ce que j'ai fait, j'ai saisi la Cour européenne des droits de l'homme.
Donc là, ça y est, c'est parti à la Cour européenne des droits de l'homme. Parce qu'à la Cour européenne des droits de l'homme, ils ne peuvent pas se contenter de. Le ministère ne peut pas dire elle n'existe pas ou elle n'existe plus. Là, c'est facile, effectivement, le tribunal administratif, ben, ils disent qu'il n'y a pas, ils ne peuvent pas aller. Voilà, ben, il n'y a pas, quoi. Hein. Tandis qu'auprès de la CEDH, il y a quand même des articles de la Convention européenne qui sont quelque part attaqués, puisque c'est manquement à un procès équitable, etc. On peut trouver plusieurs articles de la Convention européenne qui peuvent être mis en cause pour condamner l'État à cette obstruction. Donc on verra, dans 3 ans, je reviendrai vous voir à peu près, parce que c'est à peu près le délai de recours. Ah bon, là, je vous ai dit la fuite des fausses communes. Par exemple, le statut de déserteur. Biram Sangor a fait une requête parce que son père était notifié comme déserteur. C'est facile. Comment cacher des disparus, des morts? Vous les mettez déserteurs, ils n'apparaissent plus nulle part. Donc il a fait une requête aussi pour enlever son statut de déserteur sur l'état signalétique. Et là, il paraît que c'est très rare, d'après les archives que j'ai pu voir donc à Caen, c'est le directeur de cabinet de Mme Dariussec qui a demandé aux archivistes de modifier l'état de service de Mbab Sangor. Donc ils ont rayé le statut de déserteur en date du décision 19 décembre 2019, décision du chef de cabinet de Mme Dariussec. Et quand j'étais à Caen, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu quelque chose comme ça. Jamais. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le directeur de cabinet de Mme Dariussec, qui s'appelait à l'époque Éric Lucas, qui était avant le directeur de la fameuse DPMA, Direction du patrimoine et des archives du ministère de la Défense, ce monsieur Éric Lucas, il sait tout. Il connaît tout. Et lui, il a eu accès aux archives qui sont restées à Dakar. Donc c'est pour ça qu'il peut dire, en effet, cet homme-là, il n'est pas déserteur. Parce qu'il sait qu'il est mort, assassiné, etc. Sinon, il n'aurait pas fait tout ça. Voilà, c'est des indices pour dire que ces archives, elles existent encore, mais au lieu d'être au service secret de la défense, elles sont planquées, bien au chaud, quelque part, où certains technocrates du ministère, voire des ministres, peuvent avoir accès, et pas moi, en tant qu'historienne, et pas les familles de condamnés, de victimes, etc. Tu n'as jamais pu rencontrer Éric Lucas? Non. Ah non, même si je demandais rendez-vous, je pense qu'il ferait en sorte que je ne pas me recevoir. Mais il sait très bien que je. Il sait que je sais. Il sait que je sais. Enfin, il sait que je suppose. Je ne peux pas être certaine à 100%, mais voilà. Voilà, donc, ah si, alors, quand même, avec ce statut de déserteur, Biram Sangor a quand même gagné une procédure. C'est-à-dire, il a demandé de dommages et intérêts en. Je crois que c'était 50 000 € parce que son père a été assassiné par l'armée française. Et on lui a accordé 5 000 € parce que c'était dommageable que son père ait été considéré comme déserteur. Voilà, c'est tout ce qui est. Donc actuellement, Biram Sangor, il est au Conseil d'État. Parce que donc, pour les soldes, pour la réclamation des soldes de captivité, il a perdu au TA, il a perdu en cour d'appel, il a fait une requête au Conseil d'État, mais lui, il a été admis au Conseil d'État. Donc, il y a encore des chances. Djibril, il a perdu au TA, et il est actuellement en cour d'appel pour récupérer les sommes de son père. Et il y a un autre fils de condamné, Diakité, lui, elle a été rejetée tout de suite, sa requête a tout de suite été rejetée. Donc nous espérons beaucoup, et j'ai vu l'avocat au conseil la semaine dernière, il pense que le Conseil d'État pourrait cette fois-ci donner raison à Biram Sangor, et après ça fera jurisprudence. Mais il me demande de montrer qu'on ne va pas ouvrir la boîte de Pandore pour autant. C'est-à-dire qu'on voit bien que les conseillers d'État vont dire, oui mais si on accorde ça, parce qu'en fait le ministère dit qu'il y a prescription, c'est trop tard. Ils reconnaissent, parce que même le président Hollande a reconnu qu'ils avaient été spoliés. Donc le ministère dit, ben non c'est trop tard.
Et nous, on dit c'est pas trop tard, ça ne peut pas être trop tard, parce qu'on est toujours sur le mensonge d'État, avec cette circulaire qui a fait croire que ces hommes avaient perçu tout leur dû. Donc, il est assez confiant, mais il faudrait que moi je puisse montrer en tant qu'historienne que ça ne va pas ouvrir pour des réparations pour tous les massacres, justement, Cameroun, Sétif, Guelma, Madagascar. Donc, mais je lui ai dit, mais oui, de toute façon, c'est très circonscrit, c'est des soldes de captivité, c'est militaire, donc ça n'a pas, voilà. Et puis le nombre de victimes, bon, on n'a pas les noms, et puis la plupart c'était des célibataires, donc ça va pas, on ne va pas grever le budget de la France avec ça. Donc il est confiant pour les soldes de captivité. Enfin bon, moi j'ai eu beaucoup confiance, je suis très optimiste, mais là je commence à être un peu moins quand même. Voilà. Et puis, alors là, c'est pas la justice administrative, mais un fils de condamné a saisi la cassation pour faire réviser le procès de son père, pour l'innocenter, parce qu'ils ont été amnistiés, les condamnés. Ils ne sont pas innocents pour autant. Donc, et là, ça a été rejeté par les magistrats. Et les magistrats, parce qu'il n'y a pas, pour eux, il n'y a pas d'éléments nouveaux, comme pour Omar Haddad, qui n'a pas eu son procès en révision, ça n'a pas abouti. Parce qu'en fait, ils ont considéré qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux. Et en plus, les magistrats osent dire, mais puisque les officiers ont dit que c'était une répression sanglante, ben c'est une répression sanglante. Donc les magistrats s'en tiennent à la lettre de ce qu'on trouve dans les archives. Et alors, on va attaquer le dur du dur maintenant. Parce que pour faire innocenter ces hommes, et pour nous faire approcher de la vérité, il faut impérativement faire une fouille des fausses communes. Alors, parce que là on a beaucoup travaillé avec Yves sur voilà. Hop. Ces hommes, même si le ministère a fait croire qu'ils étaient enterrés dans les tombes anonymes du cimetière militaire de Tiaroy, en tout cas la France maintenant dit que ce cimetière c'est symbolique. Les hommes ne sont pas enterrés dans ce cimetière. Même François Hollande, devant les tombes, a dit l'endroit de leur sépulture demeure mystérieux. C'est quand même étrange. C'est quand même l'armée française qui a tué je ne sais pas combien d'hommes, et étrangement, ils ne savent pas où est-ce qu'ils les ont enterrés. C'est quand même curieux. Donc, voilà, ça c'était ce qu'avait dit le président François Hollande. Alors on a... Bon, parce que cette infographie, elle est très dense, parce qu'on a tellement eu d'informations contradictoires depuis le début. Alors par exemple, si on va commencer par le début, parce que j'ai retrouvé les archives du cimetière. Alors là, par contre, donc, en 81, il parle de 198 tombes, où il y a 4 à 8 dépouilles par tombe. Voilà, bon. Après, donc là, par contre, c'est un historien sénégalais qui dit par contre que, et ça je crois qu'il a tout à fait raison, que c'est sans doute les blessés qui ont été mis dans une fosse commune, enfin qui ont été jetés dans une fosse commune au sein du cimetière. Parce que, en plus, par le fils d'un médecin qui était présent à Dakar, j'ai appris que les blessés ont été exécutés à l'hôpital. Donc je pense qu'effectivement, on a mis les blessés, mortellement blessés, les blessés, comment on appelle, exécutés, dans une fosse commune au sein du cimetière. Mais les autres, ben, ils sont bien ailleurs, hein, tous les autres. Et donc, alors bon, par exemple, 2000, on parle encore de la 202 sépultures. Après, bon, pareil, il faut croire qu'ils sont dans les tombes. Mais alors, on va aller, plutôt, on va descendre un peu. Alors là, par exemple, il y a un historien sénégalais qui s'appelle Cher Fatifai, qui a repéré 4 dalles en ciment, béton armé même, et il pense donc qu'il faudrait fouiller sous ces dalles. C'est parce que c'est à l'endroit même enfin pas loin de l'endroit où il y a eu le massacre, à l'endroit de l'ancien camp, qu'il a repéré ces dalles. Et il y avait la construction d'une autoroute, et il a demandé des fouilles, mais le Sénégal n'a fait aucune fouille. Donc voilà. Et puis après, alors on va aller là où ça devient un peu étrange. Voilà. Bon, par exemple, moi je savais qu'il y avait des fosses communes, forcément. Et moi, si je téléphonais par exemple au dernier commandant des forces françaises au Sénégal,
il m'aurait pas répondu parce que Armel Mabon, ah non, on ne répond pas Armel Mabon, surtout pas. Donc j'avais un ami qui était journaliste au journal La Croix, c'est pas le Canard enchaîné, La Croix, et le dernier commandant, donc j'ai demandé à mon ami, demande-lui sur les fosses communes, est-ce qu'il sait quelque chose? Et bien il est tombé dans le panneau, le général, le dernier commandant des forces françaises au Sénégal, il a dit à mon ami journaliste, nous savons où sont les fosses communes. D'ailleurs l'endroit est recouvert d'un dépôt d'ordures. Donc ça veut dire qu'ils savent bien. Ils savent bien parce qu'ils ont une cartographie, certainement des fosses communes. Et donc après, en 2016, quand je suis allée au Sénégal, j'ai écrit à ce général, je suis au Sénégal, vous avez dit que cet endroit était recouvert d'un dépôt d'ordures. Alors dites-moi où c'est, dites-moi, c'est tout. Et là il me sort, il m'écrit dans un mail, non, non, mais je tiens cette information du président Wade, l'ancien président du Sénégal. Parce qu'en fait, il a construit un mausolée. Le mausolée, il a voulu le construire sur une fosse commune qui était au terrain recouvert d'un dépôt d'ordures. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'étais voir le président Wade. J'ai dit, j'enregistre, monsieur le président. Est-ce que vous avez demandé à ce qu'il y ait un mausolée sur une fosse commune? Il dit, mais j'ai jamais demandé ça. Et si je savais où étaient les fosses communes, j'aurais demandé l'exhumation des corps. Bon, deuxième partie, je ne suis pas sûre si... Peut-être bien, mais je ne suis pas certaine. Donc voilà, ça, c'est des informations comme ça. Et puis après, on a ce qui est complètement dingue. Voilà, 2020. Un député s'intéresse aux tirailleurs sénégalais et fait un focus sur Tiaroy. Donc il va voir la DPMA, cette fameuse toujours DPMA où il y a Eric Lucas, etc., etc. Et la DPMA dit à ce député que les fosses communes, oui, il y a des fosses communes, 3 fosses communes, mais elles sont sous les tombes. Sous les tombes. Alors avant, c'est sous un mausolée, maintenant, c'est sous les tombes. Et donc, après, c'est Yves qui a été interrogé, parce que moi, Yves a été interrogé, le fameux député, et en fait, et la DPMA répond à Yves en disant on aurait dû mettre le conditionnel. Et le député n'a pas bien compris ce qu'on voulait dire. C'était aurait, hein, c'est quelque chose comme ça. Yves, tu peux confirmer? Oui. Voilà. Et alors, pour s'en sortir, ils mettent que les règles de l'islam prohibent les exhumations. Voilà. Donc, pas touche. Mais, et après, donc, nous avons une autre version, c'est une réponse à un autre député, et là, donc, ils disent que ce cimetière, c'était in memoriam de l'ensemble des combattants de la Seconde Guerre mondiale, et donc il n'y a aucun corps dans ce cimetière. Bon, mais, par contre, du côté du Sénégal, eh ben, on n'a pas du tout la même version. Voilà, 6 décembre 2021, c'est un colonel sénégalais qui est le responsable des archives, directeur du patrimoine. Voilà, directeur du patrimoine historique des forces armées, merci, qui dit, historiquement, le cimetière a été créé pendant l'époque coloniale, sans doute en 1926, à l'époque c'était pour y enterrer les gradés africains, c'était la première phase. La deuxième phase, c'est la période du massacre de Tiaroy en 1944, on y a enterré, semble-t-il, des tirailleurs. Donc vous avez le Sénégal qui dit qu'ils sont enterrés dans le cimetière, et la France dit, ben non, c'est pas, ils ne sont pas là. On ne sait pas où ils sont, hein, on ne sait pas, mais ils ne sont pas là. Voilà. Et donc, alors, nous avons, Biram Sangor par exemple, a fait des recours devant le tribunal administratif demandant que la France fasse l'exhumation des corps. Ça a été rejeté. Après, il vient de faire une autre requête pour demander à la France de demander au Sénégal de procéder à la fouille des fosses communes. Et ça a été rejeté direct. Voilà. Donc, alors, moi je suis allée en 2018 et j'ai pu avoir accès donc, à l'endroit où l'historien sénégalais avait dit que les fameuses dalles de Simon. Et donc, j'ai été là où ça se passait. Et le président de l'association qui gérait l'endroit, il m'a dit viens, venez gratter le sable. J'ai gratté le sable et je me suis retrouvée effectivement avec des dalles de béton armé. Voilà. Et ça pourrait être
l'endroit des fosses communes. Alors on va montrer peut-être l'endroit. Voilà. Alors là peut-être que Yves, tu fais ça par cœur. Oui, enfin là, le cercle rouge, c'est l'endroit où on en est sûr du massacre. Donc on voit, là, on est en 2009, avant la construction de l'autoroute. Et l'infographie en dessous, la cartographie, on est en 2022. Donc on voit bien que l'échangeur de l'autoroute a été construit à l'endroit même où a eu lieu le massacre. C'est là qu'avait demandé à ce que des fouilles soient faites. L'historien Cher Fatifai et ses collègues avaient demandé à ce que des fouilles préventives soient faites. Et là où était Armel en 2018, c'est ici, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la zone où affleurent les dalles. Et récemment, depuis 2 ans, un bassin de rétention d'eau a été construit là. Donc on voit bien que cette zone a toujours été paradoxalement préservée, quoi. Et ce qu'évoquait Armel, le cimetière militaire de Tiaroy. Donc vous voyez, là on a la zone du massacre, là on a environ 150 mètres, et là on arrive au cimetière militaire de Tiaroy, où Armel vient de l'expliquer, on nous a fait croire que les corps étaient là. Et c'est là effectivement qu'il y a la supposition d'une deuxième fosse commune avec les blessés qui auraient été enterrés au sein même de ce cimetière. Voilà. Est-ce que tu peux montrer ta cartographie? Ah oui, l'autre. Alors, en plus détaillé. Non, pas celle-ci, même si celle-ci est intéressante. On retrouve les dalles d'Armel, toujours la vue aérienne. Alors, on est dans un autre angle. On retrouve l'échangeur, les dalles et le cimetière avec la possible deuxième fosse commune. Donc, ça, c'est quelqu'un de Tiaroy qui allait faire des photos. Donc, le bassin de rétention que vous voyez là se trouve là, derrière le mur. Et là, ce que vous voyez là, l'eau stagnante, c'est les eaux stagnantes qui menacent certainement l'endroit où sont les dalles. Alors un historien qui est sur place, qui a fait les photos, dit que c'est justement comme le terrain est sablonneux ici, il pense que c'est effectivement peut-être les dalles qui font que l'eau ne passe pas complètement ici. Et vue du ciel, donc là on voit bien toute l'évolution de 2005 à 2022. Donc on voit bien qu'en 2005, toujours l'endroit où était Armel en 2018, où affleuraient les dalles, c'était des jardins, ce qui correspond à ce que disaient les historiens en 2004, avant la construction de l'autoroute. Les dalles qu'ils avaient isolées se trouvaient dans des jardins qu'on retrouve ici. 2012, début du chantier de l'autoroute, donc aucune fouille de fait sur la zone du massacre, hein. L'autoroute, quelques mois plus tard, donc vous voyez que tout a été ravagé au niveau de cet endroit qui, même s'il ne contient pas les fosses communes, était un endroit qui aurait mérité des fouilles, puisque c'est quand même ici qu'a eu lieu le massacre. Donc on retrouve toujours la zone supposée des fosses communes, et puis après, cette espèce d'échangeur qui est venu recouvrir la zone du massacre. Là, vous voyez qu'il n'y avait pas encore bassin de rétention officiel, c'était une espèce de retenue d'eau, et c'est à partir de 2021 qu'on voit qu'il y a un chantier qui est en cours, et on tourne toujours autour des dalles, hein. Là, on voit des camions, etc. Et là, la dernière vue avec le bassin de rétention qui, pareil, se trouve à côté des dalles supposées. Donc la zone du massacre du 1er décembre, c'est ici, les forces françaises étant arrivées par la route ici de Rufisque jusqu'au camp Tiaroy, avec au-dessus, mais je ne l'ai pas ici, certainement la zone de rassemblement. Et on trouvait ici des baraques qu'on a pu identifier avec des vues aériennes de 1942. Les baraques où ont été tués les tirailleurs se trouvaient là en diagonale ici, quoi. Voilà. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc, côté français, à moins
une volonté politique voilà, qui dirait bah, allons maintenant, on va dire au Sénégal de fouiller les fausses communes, que va donner à Armel Mabon les archives qu'elle convoite, et aux autres historiens. Peut-être, on peut toujours espérer, peut-être. Mais c'est vrai que le problème, c'est que nous sommes au 80e anniversaire, en 2024, ça fera 80 ans que le massacre a eu lieu. Ça veut dire aussi 80 ans de mensonges d'État, tout gouvernement successif, etc. Donc c'est un peu difficile à faire digérer ça. Et puis, côté sénégalais, pour l'instant, la volonté politique n'est certainement pas de s'opposer à une directive de la France qui serait de faire ses l'abcès et d'essayer de dire. Donc, d'ailleurs, on en a plein du cimetière. Donc, en 2014, voici l'écriteau qui a été pour l'inauguration, quand François Hollande est venu. Donc, vous voyez, c'est bien marqué, c'est marqué donc d'une répression sanglante. Voilà. J'ose espérer qu'un jour, il y aura une autre plaque après exhumation des corps, qu'on les mette dans des stèles, et si possible avec leur nom, au moins, qui est la liste des victimes, parce que ce n'est pas possible. Il faut savoir quand même qu'il y avait un appel quotidien à la caserne de Tiaroy quand ils ont été rapatriés. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas une liste des rapatriés, une liste des victimes. Ça semble, ce n'est pas logique. Donc, j'espère que la plaque ne dit rien. Elle dit une répression sanglante. Ah oui, de qui, oui, non, ça c'est minimaliste. Ouais. Mais donc en fait, oui, peut-être qu'au Sénégal, il y aura un jour, par la jeunesse, peut-être, par des revendications très fortes de l'opposition, il y aura peut-être, la volonté sera peut-être plus affirmée, en tout cas, mais je pense que ça pourrait, l'aide de la France pourrait être nécessaire pour faire l'exhumation des corps, enfin, il faut toujours espérer. Mais en attendant, il faut continuer. Donc moi, j'attends mes jugements, voilà. Et puis, Djibril aussi, parce que, évidemment, à partir du moment où il y aura au moins un jugement favorable sur les remboursements des sommes dues, ça veut dire qu'on aura fait une grande avancée quand même. Et puis pour le procès en révision, il faut absolument qu'il y ait l'exhumation des corps. Parce que pour l'élément nouveau, c'est l'exhumation des corps. S'il n'y a pas 35 corps, s'il y en a 10 fois plus, même 70, ça veut dire qu'ils ont menti. Donc on pourra faire aboutir le procès en révision. Et puis il faut passer par d'autres voies. Alors j'avais parlé de Christian avec ses peintures. Donc là il y a quand même une pièce de théâtre qui est faite par Stomy Bugsy, le rappeur, par le Tiaroy. Il y a eu Alexandra Badea aussi, Point de non-retour Tiaroy, une pièce qui a été créée au Théâtre de la Colline. Et puis il y a un chorégraphe magnifique qui a fait une performance au sein même du cimetière. Il a eu beaucoup de mal à avoir les autorisations, qui s'appelle Lung Dian. C'est extraordinaire. Et puis il fait des peintures aussi associées, c'est magnifique. Et puis il y a, par exemple, là j'étais contactée par un rappeur qui a été avec Solar, qui s'appelle JP Manova, qui vient de sortir, c'est encore en maquette, une chanson, sur Tiaroy. Alors on aurait voulu vous la faire écouter, mais il l'a retiré de l'aspect public. Mais il faut dire aussi qu'il y avait juste quelques petites erreurs que j'ai pointées. Je dis, il parle de Camerounais, mais je dis, il n'y avait pas de Camerounais. Hein. Et puis d'autres petites incongruités historiques. Donc peut-être, comme c'est une maquette, il faut encore revoir. Et puis, alors il y a eu donc cette bande dessinée dont vous avez vu, c'est la BD Mort par la France, dont est extrait le visage, voilà. Bon, parce que c'est moi. Enfin, c'est bien au moins, maintenant que je suis dans une BD, je ne vieillis jamais. C'est extraordinaire. Déjà qu'ils m'ont mis très jeune, très jolie et très sexy. Hein. Donc, j'ai accepté, effectivement, au départ, je devais m'appeler Adèle dans la BD, comme Adèle Blanchet. Et l'éditeur a voulu que je mette mon nom. Je n'ai pas de souci, on peut mettre mon nom, il n'y a pas de problème. Et donc, on voit Biram Sangor, Mbap Sangor, etc. Donc, c'est une BD qui a connu un certain succès, on peut dire. Et j'ai jamais fait autant de télé et de radio avec cette BD, alors que quand je publie un livre scientifique, c'est bizarre ma vie, quoi.
Bon. Et puis, voilà, c'est. Je pense aussi, on en parlait au repas tout à l'heure, je crois que cette histoire méritera certainement une belle petite série, un film de fiction, donc pas sur un film de guerre, mais plus tout ce qui se passe dans les entrailles d'un ministère où il y a des technocrates, tous plus ou moins officiers, des Saint-Syriens qui veulent absolument préserver l'honneur des officiers compromis, parce que évidemment c'est les officiers qui vont. Je pense qu'il y a vraie matière, et que voilà. On cherche des acteurs. Moi j'ai déjà Olivier Gourmet. Moi je veux Olivier Gourmet, officier, donc voilà. Bon, je veux. Moi j'ai des idées comme ça. Et puis nous avons aussi, voilà, parce que là, on a lancé l'opération, voilà, c'est les t-shirts. Vous avez la carte? Là c'est marqué, là c'est même c'est encore mort par la France, mais il y a aussi La vérité est en marche, et donc on a lancé cette opération. C'est un t-shirt acheté et un t-shirt offert au Sénégal. Parce que maintenant les jeunes ils portent des t-shirts Tiaroy, à Tiaroy notamment. Donc on a lancé cette opération, un t-shirt 15 € et un offert 10 € au Sénégal. Donc ceux qui souhaitent, eh ben, on lance l'opération parce que Yves part au Sénégal très bientôt et il pourra amener des t-shirts. Voilà. Ah oui, juste une dernière chose, pour vous dire qu'au Sénégal, c'est pas si simple que ça parce que à l'Institut de géographie nationale, on a repéré des clichés aériens de 1945. Et il faut l'autorisation de l'ambassade du Sénégal en France. Donc j'ai demandé l'autorisation du Sénégal en France en avril, mai, j'ai toujours pas l'autorisation. Et ça, c'est un signe qu'ils ne veulent pas se mettre mal avec la France, donc ils ne donnent pas l'autorisation pour avoir les clichés. C'est pas bon. Je les harcèle. Bizarrement, au service de la défense, on me donne les clichés aériens, mais par contre, le service l'IGN, l'Institut général national, réclame l'autorisation de l'ambassade du Sénégal. Au Sénégal, une question va être posée au gouvernement prochainement par l'opposition, qui est beaucoup plus constituée maintenant, mais ce n'est pas Sonko, puisque Sonko n'est plus député. C'est Guy Marius Sagna, il est redouté. C'est lui qui va poser la question au gouvernement sur l'exhumation, enfin, la fouille des fosses communes et l'exhumation des corps. Et lui, lui, au niveau de la jeunesse, il peut emporter toute une jeunesse, Marius Sagna, par rapport à ses convictions et ce qu'il a montré comme combat. Voilà, pour l'instant, c'est ce que je peux. Quand je vois ce que fait la France, maintenant, le Sénégal, mais la France en tout cas, qui ose dire que, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, c'est bien l'armée française qui les a mis dans une fosse commune, et qu'ils ne font rien, mais strictement rien pour essayer de... C'est juste... je suis un petit peu... je me dis, mais jusqu'où on va aller? Jusqu'où on va aller? En fait, il y a, pour l'écriture d'un scénario d'un film et qui n'a jamais été tourné, le scénariste c'était Ben Diogay, il y a un jeune historien qui avait interviewé, c'est dans les années 80, qui a recherché les témoignages de la population locale. Et notamment, il a retrouvé le poissonnier à qui on a interdit de venir le 1er décembre pour donner son poisson. Voilà, des choses comme ça. Moi, j'ai retrouvé un petit-fils d'un rescapé, parce qu'il était dans une famille d'officiers, il faisait la cuisine justement, et c'est la femme de l'officier qui a dit « Ne va pas au camp aujourd'hui, il va se passer des choses très graves ». Et donc tout ça, c'est des indices qui me font penser que c'était pas juste de la... Voilà, c'était bien prémédité. Et sinon, moi j'essaie de retrouver toutes les familles de ces officiers, parce que les officiers aussi. Et par exemple, celui qui a été sanctionné, qui s'appelle le colonel Lebert, j'ai retrouvé sa fille, et c'était quand même 70 ans après quand je l'ai retrouvé. Et sa fille me dit « Ah, vous voulez parler des tirailleurs qui ont été travaillés par les Allemands ?» Je dis « Oh là !» Je dis « Elle a bien été travaillée par son père. Hein. » Donc voilà. Et puis la plupart des familles, des enfants de ces officiers, c'est rien. C'est-à-dire silence total. Total. Et s'ils ont condamné 34 hommes, c'est pour être sûr que la chape de plomb, hein, voilà, c'est terminé, on n'en parle pas. Et d'ailleurs, on parle beaucoup plus des tirailleurs de la Première Guerre mondiale que ceux de la Seconde. Pourquoi? Parce que la Seconde, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est Tiaroy. Voilà. Donc, et on voit bien que il y a vraiment eu un, voilà, c'est silence, silence, silence.